Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission à votre service. Cette semaine, on va parler d'éducation. On va parler des jeunes, on va parler de nos jeunes et également des institutions qui se trouvent effectivement à les desservir. Et entre autres, on va en parler de tout ça avec Mme Marie Aboumrad, qui, elle, est directrice du Centre d'études collégiales en Charlevoix. Elle vient nous parler, entre autres, d'une formation 2.0 qui se donne dans le cadre de la formation continue Charlevoix. Et vous allez voir beaucoup plus d'autres sujets fort intéressants. Nous allons également parler d'une bourse du carbone scolaire et qui implique ici 3 écoles dans la région de Charlevoix en compagnie de M. David Bernard. Vous allez voir, c'est quelque chose de fort intéressant et ça concerne principalement les jeunes du primaire, ce qu'on appelle l'école élémentaire. Alors, je vous souhaite une bonne émission. On reçoit Marie Aboumrad, qui est directrice du Centre d'études collégiales en Charlevoix, qui est le CECC. Absolument. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Nouvelle directrice générale, parce que ça fait quand même, 6 mois, 7 mois là, que vous êtes en place? Oui, là? je suis arrivée en place le 30 juillet de cet été. 30 juillet. Donc, on arrive en pleine période estivale. Dans le plus beau de Charlevoix, pratiquement? Oui, dans le plus beau. Puis dans une bulle absolument intense qui s'appelle Explore, où on a des étudiants du Canada anglais qui viennent apprendre le français ici à Baie-Saint-Paul. Ah, ouais. Et puis, bon, j'ai pris racine un peu, je me suis bien approprié Baie-Saint-Paul. Puis là, paf, quelques semaines plus tard, on me dit non, ton bureau est à la Malbaie. Donc, j'ai connu l'Est puis l'Ouest dès le début. Surprise, surprise. On aura l'occasion d'en revenir. Avant toute chose, on parle du Centre d'études collégiales en Charlevoix. Oui. C'est assez particulier ce que l'on vit ici dans Charlevoix. Nous décrire un petit peu qu'est-ce que c'est officiellement. C'est un cégep, là. Alors, effectivement, mieux connu comme ça. c'est un cégep. C'est une antenne du cégep de Jonquière. Donc, il y a eu, il y a 25 ans, une réalisation de la communauté locale où on a identifié l'absence de maisons d'enseignement supérieur sur le territoire de Charlevoix, qui obligeait, dans le fond, les jeunes qui voulaient poursuivre au cégep ou à l'université d'aller ailleurs. Cet ailleurs-là, ça pouvait souvent être en ville et avec le potentiel de ne pas nécessairement revenir. Donc, en identifiant un cégep, en identifiant un besoin, en ajoutant une possibilité de s'éduquer sur place, ça pouvait au moins permettre à tous ceux qui font des techniques, donc 3 ans, qui mènent autant au marché du travail qu'à l'université, mais qui peuvent tout se faire dans la région. On pense à soins infirmiers, éducation spécialisée, technique administrative. On va même en avoir un nouveau l'année prochaine. Oui. Mais ça fait en sorte que ces personnes-là peuvent autant étudier ici et continuer ailleurs que s'implanter tout de suite dans leur début de carrière. On parle de technique, là. C'est pas le cours 2 ans général qui t'amène à l'université après, là. En fait, une technique, ça se fait en 3 ans. En 3 ans, mais il y a quand même des cours de formation générale dans une technique. Ouais. Puis moi, c'est ce que je trouve le plus beau du milieu collégial québécois, c'est qu'à l'intérieur de nos cours de français, de philo, d'anglais et d'éducation à la santé physique, on a autant les futurs médecins que les personnes qui étudient en soins infirmiers. On a autant les futurs avocats que les personnes qui vont travailler avec les plans d'intervention en milieu carcéral en technique d'éducation spécialisée. Donc, on a vraiment tout ce monde-là qui participe et qui partage à une formation générale commune et qui vont pouvoir après en profiter, j'en suis sûre. Combien d'étudiants annuellement, grosso modo, qui se disent moi, je décide de rester ou de venir, effectivement, dans Charlevoix, puis faire mon cours collégial ici? Absolument. C'est une très, très bonne question. 2 volets. OK. Premier volet, combien on a d'étudiants au CECC cette année? On était à 211 à la rentrée. OK. Ça a diminué un peu parce que c'est toujours comme ça. Hein? Il y a des Première personnes année, il y a qui... plein de monde. La deuxième année, on élimine. Ça, c'est le Absolument. Donc, mais on peut parler quand même d'à peu près 200 étudiants à la formation régulière. Et là-dessus, il y en a à peu près 10 qui viennent de l'extérieur de Charlevoix. OK. Par contre, on a aussi un autre volet au CECC qui s'appelle Formation continue Charlevoix, qui est un volet beaucoup plus axé sur l'employabilité. Il faut avoir quitté les études de toute manière depuis au moins 2 ans, 2 ans, peut-être maintenant 12 mois, mais pendant un certain temps avant d'avoir accès à cette formation-là. Avoir été vivre autre chose. Oui, tout à fait. Et ces formations-là, la formation continue, mène directement au marché du travail. C'est des formations qui sont plus courtes. On enlève la formation générale à ce moment-là aussi pour se concentrer juste sur les compétences spécifiques à la formation.
Et là, c'est très variable. Là, on peut avoir plusieurs cohortes. Cette année, c'est un petit peu au ralenti. On a quand même 4 étudiantes qui font technique d'éducation à la petite enfance. Okay. Oui, à temps plein. On vient d'apprendre qu'il y a une nouvelle garderie qui va ouvrir très bientôt ici à Baie-Saint-Paul. Ils ont déjà des emplois assurés. Ben voilà. Oui, elles sont bien en demande. Donc, on a ces 4 étudiantes-là et d'autres groupes dans des disciplines différentes qui vont commencer là, d'ici la fin de l'hiver. Alors, officiellement, ça, c'est des gens qui ont quitté l'école, qui sont allés sur le milieu du travail, puis qui veulent aller se chercher une niche à quelque part plus spécialisée. Absolument. Ça peut être toutes les raisons. En fait, toutes les raisons sont bonnes. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui a abandonné l'école plus jeune et qui veut avoir un emploi pour lequel on demande une formation spécifique. Ça peut être quelqu'un qui est arrivé à plafonner dans son milieu de travail actuel puis qui veut se recycler. En technique d'éducation à l'enfance, bien sûr, il y a toute la question de ceux qui veulent devenir entrepreneurs aussi, qui ont déjà des bonnes idées, mais qui ont besoin d'un papier, des fois, ou des compétences. Assurément là, que tous les modèles sont bons, puis on essaye de trouver la meilleure formation pour ceux qui connaissent. Mais ça prend un minimum de secondaire pour y aller? Ça dépend des formations. Ça dépend des formations. Ouais. Bon, OK, c'est correct. Donc, c'est spécialisé, c'est beaucoup plus orienté vers le milieu du travail. Absolument. Puis vous faites ça en collaboration, je pense, avec Emploi Québec et des organismes de genre et des entreprises. Bien, tout à fait. C'est sûr qu'on ne peut pas parler d'employabilité sans aller voir les personnes qui s'y connaissent, sans avec les économistes qui font les suivis, qui disent exactement où il manque de main-d'œuvre, où il y a une prévision de manque de main-d'œuvre. Donc, on est vraiment dans le coup pour assurer là, que les entreprises, le développement économique, le développement individuel, tout soit coordonné. En tout cas, le plus possible. On l'essaye. Charlevoix est une région dite touristique. Alors, dans les faits, puis on l'entend à droite et à gauche, il manque de personnel. Ouais. Beaucoup. Alors, je pense que vous avez mis sur pied quelque chose de fort intéressant pour combler ou du moins répondre à la demande. Absolument. Donc, dans toute l'industrie touristique, spécifiquement l'industrie de la restauration, pour laquelle le CECC a signé un partenariat très intéressant avec l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec à Montréal. C'est donc une école de niveau collégial et universitaire. Ils font aussi de la formation professionnelle, mais c'est une école spécifique où sont concentrés là, les laboratoires, les professeurs, les grands projets de recherche et qui a vraiment beaucoup à offrir, mais qui est très loin de chez nous. Donc la formule qui a été proposée en Charlevoix et aussi dans d'autres régions du Québec, c'est d'assurer le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire d'accueillir chez nous des étudiants en technique de gestion d'un établissement de restauration. Là, faites-moi, je ne voulais pas le dire trop vite, là, trop souvent, mais en technique de gestion d'un établissement de restauration, on va donc accueillir les étudiants chez nous, leur faire des cours de formation générale, français, philo, anglais. On va leur faire des cours de formation spécifiques. Donc, vraiment, comment est-ce qu'on gère un restaurant, comment est-ce qu'on accueille des clients, comment est-ce qu'on s'occupe d'une cuisine. Et pendant 2 sessions, on va les envoyer à Montréal pour faire en sorte qu'ils soient avec, premièrement, juste dans un milieu multiculturel, dans une industrie un petit peu différente. Tout le monde y sortira gagnant, même aussi avec des passionnés, des spécialistes qui sont en nombre très nombreux au Québec. Ouais. Mais nos étudiants vont être là. Ils vont revenir, et c'est là l'astuce. On les oblige à revenir en Charlevoix en 6e session pour faire le stage d'intégration des acquis. Et donc, ils vont très certainement poursuivre et participer au manque de main-d'œuvre que vous venez d'identifier. Parce que, de fait, tout est là, je veux dire. S'il y a un type d'entreprise qui se développe beaucoup, c'est un restaurant. Absolument. S'il y a des types d'entreprises qui ferment souvent, c'est des restaurants. C'est des restaurants. Alors, une bonne gestion, une saine gestion, c'est primordial. Absolument. Puis il y a déjà des très, très bonnes formations en service, en cuisine ici. Ce qu'on essaye d'offrir de plus et ce qu'on essaye d'identifier comme tâche, c'est toute la question de la gestion de l'établissement. Donc, vraiment, le calcul des ratios, les prévisions en termes de main-d'œuvre, justement les fluctuations économiques, les fluctuations de clientèle, pour avoir prévu que l'établissement se développe à son plein potentiel, sans faire des erreurs. Hein? Écoute, à un moment donné, on ouvre en pleine saison très achalandée, l'argent rentre, c'est super, on n'a pas rien planifié pour les périodes dites creuses. Là, on mange l'argent, puis finalement, on arrive à la fin, puis on n'a plus d'argent pour opérer, on ferme. Absolument, absolument. Puis maintenant, les clients sont de plus en plus difficiles, sont de plus en plus sur des sites où on donne des commentaires. Les clients s'attendent à ce qu'il y ait toujours des décors et puis que ça change, qu'on soit tout le temps émerveillé, que la carte soit locale, que la carte soit de qualité, voire bio, qu'il y ait de plus en plus d'instruments spécialisés à l'intérieur des cuisines, que les chefs soient capables de les utiliser, qu'il y ait vraiment une évolution de l'investissement qui peut être très important. Donc, d'avoir des employés formés à penser à ça, en plus
du bon maître d'hôtel, en plus du bon sommelier, en plus du bon chef cuisinier, d'avoir un bon gestionnaire de restauration, je pense que tout le monde va être gagnant. C'est une formation générale qui touche un peu à tout dans les opérations quotidiennes. Absolument, mais avec vraiment une pensée de dire, ah oui, on va calculer ce que ça coûte. Oui, oui, il faut, c'est important de calculer, on ne calcule pas assez en général. Le FCC, donc la formation continue à Charlevoix, vient de faire un grand pas, je dirais. Vient de sauter à l'ère du virtuel avec tout ce qu'on appelle une formation 2.0. C'est nouveau en tant qu'offre ici. Là. Oui, ici, c'est nouveau. On s'entend que ce n'est pas de la technologie qu'on a inventée nous-mêmes. Là, on a fait des achats, quand même des achats très importants. Et on a surtout coordonné un ensemble de partenaires qui peuvent bénéficier de nouvelles installations de formation à distance. Donc, il y a l'équipement, bien évidemment, mais il y a aussi les lieux. Où est-ce qu'on va les mettre, ces équipements-là, où on peut projeter, recevoir une formation et y répondre? Parce que le 2.0, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. Avant, on communiquait, mais c'était à sens unique. Oui, avant, là, quand on faisait TELUC, on recevait des cassettes, on mettait ça dans... On ne pouvait pas répondre au professeur. Lui, il ne pouvait pas nous corriger. Alors que maintenant, avec FaceTime, avec tout ça, exactement. Alors, mais donc, on a besoin des équipements et des logiciels, mais on a aussi besoin des lieux. Parce qu'on pourrait faire de la formation à distance, vous ici, puis un paquet d'étudiants qui sont chacun dans leur sous-sol, mais c'est pas vers là qu'on est allé. On a plutôt préféré d'identifier des points où il y a des groupes qui peuvent se former, où le professeur pourrait être dans un lieu ou l'autre, voire même se promener dans le courant d'une même semaine pour assurer le contact humain. Parce qu'on apprend surtout, d'abord et avant tout, au contact de quelqu'un d'autre. Oui, puis on est sur place, puis des fois on est gêné, on ne veut pas déranger le professeur. Si je suis avec quelqu'un d'autre puis qui a tout compris ça, je dis, comment tu fais ça, là? Tout à fait, alors que si on est chez nous, on va commencer à regarder des recettes sur un autre site, puis on a plus de facilité à partir dans la lune, puis je sais, parce que moi j'ai étudié avec cette méthode-là, et ça prend beaucoup ça prend une discipline. De présence. Alors que cette discipline-là, quand elle est partagée, on peut justement en être très gagnant. Alors, le choix a été fait d'une formation continue, d'une formation à distance dans des lieux où il y a des salles de classe. Et on a présentement trois lieux ici dans Charlevoix? À Baie-Saint-Paul, à la Malbaie et à l'île aux Coudres, où on peut émettre et recevoir et où on peut former des groupes. Et nous, ce qu'on demande, c'est aux professeurs, si c'est possible, de se déplacer. Ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte qu'on puisse partir des cohortes, alors que si on voulait avoir, par exemple, 12 étudiants pour un seul et même cours ici à Baie-Saint-Paul, alors qu'on avait 2 sur un autre site, on aurait pu peut-être laisser pour compte certains étudiants. Il manque de monde, manque de personnel possible, ou manque d'inscription. Absolument. Et donc, ça permet de grossir les groupes, de favoriser aussi peut-être l'absence de certains étudiants qui pourraient, eux, profiter d'écouter 1, 2 ou 3 cours enregistrés. Ça arrive des fois, on a une petite intervention chirurgicale organisée alors qu'on a une formation de 8 semaines. Bien, on est capable de pallier, la technologie peut permettre ça. Mais on peut aussi aller, répondre plus rapidement aux besoins qu'il y a, entre autres dans l'industrie du tourisme. Je sais qu'aujourd'hui, la technologie elle est partout, elle est omniprésente, on en profite finalement à l'intérieur de ce cours-là. Tout à fait. Elle est omniprésente, mais il ne faut pas la prendre pour acquis. On a quand même formé nos formateurs à bien utiliser cette nouvelle technologie-là, parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on sait manipuler un téléphone cellulaire qu'on sait être un bon professeur sur 3 sites. Ça, c'est officiel. Donc, on a aussi travaillé ça pour être sûr que nos formateurs, nos enseignants puissent être à la hauteur. Quand on parle de groupe, qu'on parle de formation du genre, est-ce qu'il y a une spécialité qu'on développe autour de ça? Est-ce qu'il y a un cours en particulier ou bien est-ce que c'est 2 jours, 2 soirs? Parce que là, on s'adresse à des gens qui souvent travaillent 2 jours, donc ils ne sont pas disponibles. De là, ils ne s'inscrivent pas. J'aurais tendance à dire, appelez-nous, on va s'arranger. Mais effectivement, on essaye d'être le plus souple possible. Des fois, il y a des formations qui sont, par exemple, de 25 heures sur 5 semaines. À raison de 5 heures par semaine. D'autres fois, on crée des groupes où, au contraire, on sait qu'on doit faire 25 heures en 5 jours. Donc, on essaye vraiment d'aller à la demande en fonction de la saison, parce que vous avez parlé de l'industrie touristique où il y a vraiment une saisonnalité qu'on connaît. Il y a des fois par rapport à des besoins et d'autres fois par rapport même à la compétence qui est à apprendre. Parce qu'il y a certaines choses qui valent la peine de dire, on l'apprend un soir, on va le tester chez nous, notamment par rapport à notre relation à la technologie. Photoshop, des trucs comme ça. Donc, il y a possibilité d'aller se tester, d'aller se pratiquer. Ça vaut la peine de revenir la semaine suivante. Même chose avec l'anglais. On peut apprendre l'anglais de manière intensive, mais on peut aussi l'apprendre en allant avoir un cours
le tester un peu, se pratiquer, revenir pour s'améliorer. Donc, l'offre de cours est assez large. Assez large, tout à fait. On fait de la formation aux individus, mais aussi on répond aux besoins en entreprise. Donc, il y a des entreprises qui peuvent nous appeler en disant, bien, on va nous changer de plateforme numérique. On a besoin de formation pour notre nouveau logiciel. Ou au contraire, on a des nouveaux employés qui arrivent dans Charlevoix et puis on aimerait les mettre à la couleur de local, leur faire connaître le territoire et on a des formations pour ça aussi. OK. Mais on fait quoi si jamais il y a un type de formation qui m'intéresse? On contacte la formation continue Charlevoix? Absolument. Appelez à la formation continue Charlevoix au centre d'études collégiales et puis on va vous diriger. Alors, ben écoute, c'est le fun de savoir qu'on est à l'ère 2.0. À l'ère 2.0, vous pouvez aussi consulter les sites web, absolument. Alors, on est bien à jour. Est-ce que ça peut être aussi des étudiants qui sont déjà étudiants, je ne sais pas moi, au cégep normalement, qui veulent prendre une autre formation plus spécialisée? Bien, la formation continue créditée, la formation qu'on offre, là, dont je viens de vous parler, c'est vraiment pour ce qu'on appelle des adultes. Pas que mes étudiants du cégep ne sont pas adultes, ils sont techniquement majeurs, mais il y a vraiment une définition d'adulte selon le ministère de l'Éducation. Par contre, à Formation continue Charlevoix, on a aussi des activités, notamment le programme Mes finances, mes choix, qui est en collaboration avec Desjardins, où là, vraiment, l'ensemble des jeunes, adultes ou pas, majeurs ou pas, peuvent profiter de formations en éducation financière parce qu'on en a beaucoup discuté dans les médias. Hein, ça a été un petit peu changé dans les programmes des écoles secondaires. Ça a été, selon les spécialités que les étudiants suivent au cégep, c'est pas nécessairement des cours qui sont obligatoires en économie ou en finance. Et donc, on pallie à ça par des activités, par 16 modules qui sont vraiment de base tellement importants dans la vie d'une jeune personne. Là. Comment gérer son contrat de cellulaire? Quoi anticiper quand on a notre premier logement? C'est quoi une carte de crédit? Hein? Donc, ce genre de trucs-là, là, aussi, on offre à la formation continue, des fois en formation à distance, des fois en formation présentielle, selon les besoins. Surtout qu'aujourd'hui, on vit avec l'argent virtuel. On n'a pas la présence d'esprit de la valeur réelle de l'argent. J'ai une tranche de vie que je veux raconter rapidement. J'ai une copine qui s'en va dans un centre de ski avec son enfant, passe la journée au centre de ski, ont du plaisir. Puis à la fin de la journée, effectivement, la jeune demande à sa mère, est-ce que je peux avoir ça, un genre de chocolat chaud, quelque chose du genre. Mais là, la mère lui répond, elle dit, écoute, elle dit, déjà, on est venu, on a passé une belle journée, on a mangé, là, c'est l'heure de s'en aller. Mais elle dit, en plus, maman n'a plus d'argent. La jeune fille se tourne de bord, va voir un guichet automatique, mais les guichets, il y en a. Alors, c'est toute la perception que l'on peut avoir. Et on évolue avec cette perception-là. Puis quand on arrive à l'âge adulte, c'est facile de dépenser. Je regarde les sites genre à la Twango ou Groupon ou autre. C'est en réduction, parfait, on achète, mais c'est toujours virtuel. Absolument. Alors, il y a du monde qui ne savent pas combien de sous ils ont dans leur propre compte bancaire. Est-ce que je peux me le permettre ou non? Et tout ce qui est aussi récurrent. Oui. Hein, on achète une application, 4,99 par mois, c'est génial. Oui. Mais là, les modalités changent, ça devient 4,99 par semaine. Wow, la même affaire, là? Non. Alors, ce que je comprends, c'est que le milieu éducatif, c'est de beaucoup transformer au fil des années pour répondre à des besoins et s'adapter à l'évolution, effectivement. Moi, je me souviens, dans mon temps, les cours, c'était ça, merci, bonjour, on commençait, puis ça finit là. Là, aujourd'hui, je regarde toute l'offre qui est offerte, la flexibilité que vous offrez, la panoplie des services à faire. Wow! Mais oui, notre rôle, c'est quand même de préparer les jeunes, de préparer les apprenants à l'insertion sur le marché du travail, à l'insertion dans leur vie adulte. Il faut qu'on soit cohérent avec notre époque. Là. Super. On va parler de vous un petit peu. Hein? Parce que là, on le disait tantôt d'entrée de jeu, ça fait 6 mois, depuis le mois de juillet que vous êtes ici. Ouais. Vous quittez le milieu urbain, vous en allez en région. C'est un choc. C'est un choc voulu. Voulu, espéré. Espéré. C'est un choc qui n'en est pas un parce que j'ai aussi connu l'extrême isolation. Alors, voilà, en gros, moi, j'étais dernièrement quand même sur la rive sud de Montréal, en Montérégie, dans un immense cégep que j'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment, oui, il y a des chercheurs, des professeurs, des projets, des affaires extraordinaires. Mais la grosseur de la boîte fait en sorte qu'on devient ultra spécialiste dans une petite affaire. Puis moi, je faisais de la planification stratégique, des politiques, et puis j'en oubliais que je travaillais dans une maison d'éducation. Donc, à cet égard, je me suis vraiment posé la question de savoir qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je cherchais. Et puis, j'ai identifié certains critères qui correspondent tout à fait à Charlevoix, sans même que je le cherche au moment où je faisais ma liste. Ah ouais? Le poste a été affiché. J'ai eu l'occasion,
vraiment là, de rencontrer un très, très beau groupe de travail à Jonquière qui faisait la sélection pour placer un directeur ici en Charlevoix. Et je suis ici depuis, j'ai acheté une maison, j'en suis très heureuse. J'ai l'impression d'avoir gagné 10 ans de qualité de vie à ma vie. On a l'impression d'entendre Vise Charlevoix. Oui, c'est ça. Je vais accepter les pots de vin tantôt. Non, c'est pas. Mais effectivement, je suis la première convaincue. C'est pour ça aussi quand on parle d'attirer des étudiants dans la région, de faire en sorte que les jeunes comprennent et reconnaissent la beauté qu'on a ici. Je suis la première et la meilleure ambassadrice au moment où on se parle, pas de tous les Charlevoisiens, mais je suis convaincue qu'il y a beaucoup de grandes choses, beaucoup de belles choses, et pas si isolé que ça. On est quand même dans la capitale nationale, de un. Et de deux, moi, j'ai travaillé comme enseignante il y a quand même quelques années dans la baie d'Ungava. Ah. De là, l'isolation. De là, l'isolation. Okay. Où là, croyez-moi que, oui, la Malbaie et Baie-Saint-Paul, ce sont des immenses villes par rapport au village de Quartac où j'étais, de 350 âmes, et pour lequel il n'y avait aucune route pour se rendre et pour partir. C'est question de distance, c'est là qu'on est très isolé. Absolument. C'est l'avion principalement, là. Uniquement. Uniquement. Et l'avion, c'est weather permitting, comme on dit là-bas, c'est-à-dire si la météo le permet. Tout est là, tout est là. Alors voilà, donc d'être ici en Charlevoix, de pouvoir communiquer avec ma famille, de pouvoir faire en sorte que tous mes amis viennent me visiter, parce que croyez-moi, c'est super exotique une fille de la ville qui débarque. Charlevoix est populaire? Charlevoix est très populaire. Okay. Parce qu'effectivement, quand vous vous adressez à des jeunes de l'extérieur, c'est un petit peu l'opposé du jeune d'ici qui, lui, veut quitter peut-être la région pour s'en aller étudier à l'extérieur. Pour toutes sortes de raisons. On le disait tantôt, le milieu familial, à un moment donné, on se pense plus autonome puis on veut vivre autre chose. Bien, c'est normal. On l'a fait, vous et moi, à un moment donné, de dire « Papa, maman, on s'aime, là, mais je veux vivre autre chose. » Puis c'est normal. Je comprends qu'un jeune de 16, 17, 18 ans regarde un gros cégep, regarde la liste des programmes. Pourtant, on peut étudier dans un seul programme à la fois, hein? Mais d'avoir une longue liste de services, d'avoir un gros stade de football, d'avoir une piscine, d'avoir une association étudiante très militante, je comprends que ça puisse être attirant. Sauf que, il faut savoir qu'ici, au CECC, on fait de ce qu'on a vraiment un univers extraordinaire et il y a des qualités qu'on a ici qu'il n'y a pas ailleurs. Ça, c'est officiel, c'est indéniable, c'est incontestable. Bien voilà, à commencer par une liste de programmes qui est très cohérente avec le besoin de main-d'œuvre. Okay. Donc déjà là, pas besoin d'avoir 100 millions d'options. On a celles qui peuvent mener très bien à la fois au marché du travail qu'à l'université. On n'a pas de gymnase, mais c'est pas grave. On a le plus beau terrain de jeu du monde. Il est à l'extérieur. Oui, il est à l'extérieur et il y a une panoplie d'activités sportives qui sont faites en plein air que d'habitude on aurait fait dans un gymnase, dans d'autres circonstances, en milieu plus urbain. Il y a un ratio du nombre d'étudiants par professeur que, ma foi, moi qui ai quand même butiné un petit peu dans le réseau collégial, je n'ai jamais vu aussi peu d'étudiants par prof. On parle d'écoute, on parle d'assistance, on parle de présence. Absolument. Et puis, c'est difficile à apprendre, qu'on se le dise. Hein? Oui. C'est se confronter à son ignorance d'apprendre. Oui. Donc, quand on a un être humain qui est disponible, qui est là, qui connaît notre nom, qui a remarqué qu'on était absent au dernier cours, on n'est pas un numéro. Puis même dans l'information à distance, hein, on n'a pas des immenses groupes, on n'a pas des auditoriums, on n'est pas dans des multi-users, des cours gratuits en ligne, qui sont extraordinaires. Puis ceux qui veulent en profiter, je suis heureuse que, cette option existe. Par contre, d'avoir une qualité de contact humain, c'est vraiment, à mon avis, là, un des très, très bons indicateurs de réussite. C'est une valeur ajoutée. Oui. Comment dire ça? C'est pas quantifiable, tout ça. Non, c'est pas quantifiable. Puis j'ai fait des études universitaires en éducation. Puis il y a une chose qu'on disait jamais, et que je vais vous dire ici. OK. Oh, on est tout oui. Ben oui, parce que quand on étudie en sciences de l'éducation, il y a des textes, il y a des penseurs, il y a tout ça, là. Mais je vais vous résumer ça en une phrase. Un prof, là, qui aime ses étudiants, il va les faire apprendre. Oui. Voilà. Ouais. Fait que quand on est dans un contexte où on peut avoir ce contact-là, on peut avoir un lieu physique qui permet ça, qui est agréable, où il y a une salle, la grande salle au CECC, là, où les profs, les étudiants, tout le monde mange ensemble. Je trouve ça extraordinaire. Il n'y a pas la petite salle des employés là, où les profs vont s'enfermer. Tout est collégial au sens propre comme au sens figuré. C'est le cas de le dire. C'est l'échange qui est prioritaire dans tout ça. Absolument. Les relations humaines, quoi. Bien oui, c'est ce que je cherchais. C'est ce que j'ai trouvé. Je suis contente. Vraiment très heureuse. Je vous écoute, vous avez l'air une passionnée, ça pétille dans vos yeux, je veux dire, on a l'air effectivement heureuse du choix, ça c'est indéniable, incontestable, que dans le contexte présent, le cégep, depuis votre arrivée, on arrive, on a des idées, on vient de l'extérieur, on a vécu autre chose. Absolument. On le voit où dans quelques années ici? Là?
Bien, toujours en lien avec la communauté, d'abord et avant tout. Autant pour les très belles périodes économiques, comme nous sommes présentement, que des fois dans des moments où ça va être plus difficile. Parce qu'il arrive, puis il y en a des fermetures d'usines, il y en a des moments où, de par le contexte mondial, il y a moins de touristes qui se déplacent. Donc, d'être à l'écoute. C'est sûr que des idées, j'en ai plusieurs. Je ne vous cache pas qu'à ma lecture de la liste des programmes, je me suis dit, il n'y a pas de programme. Et là, c'est une grande féministe qui va dire ça, là. Vous allez pouvoir rire de moi, mais il n'y a pas de programme de gars. Hein? On n'a pas de programme. Ça fait quelques décennies que c'est disparu, les programmes de gars. Ah, il y en a quand même dans d'autres collèges. Moi, j'arrive de la Montérégie, où il y avait l'École nationale d'aérotechnique, où au contraire, on cherchait les filles dans les hangars. Mais ça, c'est vraiment, ça vient de mes tripes, ça vient de mon cœur, ça vient de mon analyse. Mais dans l'éventualité où il pourrait y avoir un rapprochement entre cette observation-là que j'ai faite puis un besoin dans la communauté, dans la région, bien, je serai la première à avoir un argument de plus pour alimenter au ministère. C'est la beauté du regard extérieur. C'est sûr que quand on est dedans, on ne voit plus les arbres derrière, c'est-à-dire la forêt derrière l'arbre. Absolument. Et quand on arrive de l'extérieur pour avoir vécu autre chose, avoir vu autre chose, puis on arrive, là, on observe, finalement, on est plus facilement en mesure d'identifier peut-être des choses intéressantes en termes de développement. Bien, c'est comme dans toute organisation, l'important, c'est d'avoir un bel équilibre entre du nouveau puis des personnes qui sont là pour avoir l'historique. Parce que le CECC va avoir 25 ans l'année prochaine. On a un employé qui est là depuis le tout début, qui n'est pas sans fin de carrière, parce que ça fait 25 ans. Donc, c'est encore tout jeune. Donc, d'avoir à la fois des personnes qui viennent de l'extérieur, et croyez-moi, je me suis vraiment sentie accueillie, et des personnes qui sont là, qui croient, qui ont l'âme et le cœur de l'établissement, là, ça fait un bel équilibre. On parle de l'étudiant qui représente près de 10 qui viennent de l'extérieur, qui viennent du milieu urbain, qui ont accès à beaucoup de choses. Est-ce qu'ils ont des préjugés vis-à-vis des régions? Si je sors de Montréal puis je m'en viens dans Charlevoix, c'est comme, je peux venir au Massif, j'ai eu du fun, mais venir y vivre, venir partager, venir apprendre, je me dis, je m'en vais où, là, parce que je prends l'exemple de monsieur... j'oublie son nom, qui a déjà été premier ministre du Québec, qui parlait de l'arrière-pays. Oui. Alors, dans le contexte présent, c'est-tu une impression que ces jeunes-là ont des régions? Bien, je ne l'ai jamais entendu comme tel, mais si jamais c'est le cas, on va les faire changer d'avis assez rapidement. Hein, parce que, je veux dire, je le répète, là, on est dans la capitale nationale, on est à 2 heures de Québec, on a tous les mêmes téléphones, les mêmes bébelles, mais en plus, on l'a dans un contexte vraiment extra. Partout au fonctionnaire. Pas partout. Des fois, effectivement, moi aussi, je fais beaucoup de téléphone quand je suis en route, là, entre mes différentes obligations. Puis ça coupe, mais c'est si peu, dans le fond. C'est si peu, et ce qu'on a, c'est la même chose qu'ailleurs, mais avec l'environnement, avec l'accès vraiment à un paysage. En tout temps, on a un paysage tellement magnifique, on a accès à nos amis, on a des communications, et en plus, croyez-moi, le marché immobilier est pas mal moins cher. C'est officiel. Il y a des offres. Il y a des offres. Tout est là. C'est génial. Je ne sais pas, je pense qu'on a fait le tour pas mal. Ça a été fort agréable. On a fait le tour, mais moi, j'aimerais ça vous parler de mes étudiants. Oui. Un petit peu, quand même. Parce qu'on a parlé de moi, mais je veux dire, je suis là. On parlait de l'institution, on parlait d'établissement, tout ça, mais je me sens vraiment privilégiée d'être au CECC. On a des beaux programmes puis on a des beaux projets. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que même si on est un petit cégep, c'est pas parce que juste une étudiante qui veut faire cégep en spectacle qu'on le fait. On avait une étudiante qui s'est inscrite cette année, on lui a fait sa soirée. Et ça a été à la même hauteur, avec un même jury et la même délibération que si on avait 50 étudiants qui voulaient faire ça. Puis en réalité, nous, ça nous en prenait 100 pour qu'on rentre dans nos frais. Donc, la taille de l'établissement, le fait que ce soit très petit, n'est jamais un frein, ou en tout cas rarement un frein. C'est pas un handicap. C'est pas un handicap. On a un voyage à Boston, on a un petit groupe. Savez-vous quoi? On a invité les employés à se joindre au voyage. On l'a donc grossi, notre groupe. On s'en va à Boston. Donc, on réussit à être à la fois proche de notre monde, dans l'innovation souvent, et dans les projets qu'on ne pourrait pas faire dans d'autres milieux. Je vais donner un exemple que je trouve hautement admirable et très, très, très intéressant de la part des professeurs de techniques d'éducation spécialisée qui amènent les étudiantes de Charlevoix passer une nuit dans la rue avec des clientèles avec lesquelles ils vont avoir à interagir éventuellement quand ils seront éducateurs. Donc, c'est effectivement pas quand tu as 75 finissants d'un programme que tu peux dire « Hey, go gang, on va aller utiliser, nous, toutes les ressources là, d'un refuge pour jeunes. » On va augmenter temporairement le nombre des sans-abri dans les rues. C'est ça, alors qu'à 6, 7, 8 étudiants, on peut le faire. On peut le faire aussi en toute sécurité parce qu'on ne voudrait pas qu'il arrive rien dans l'apprentissage, au moment de l'apprentissage à nos étudiants. Mais on peut le faire, puis je trouve que c'est visionnaire, que c'est
proche du marché du travail vers lequel on veut les amener ou de la réflexion universitaire si jamais ils veulent poursuivre à l'université. On a un groupe de 4 étudiants présentement qui préparent un voyage dans le Grand Nord. Donc ça me fait plaisir en soins infirmiers de savoir, parce que moi je sais où est-ce qu'ils s'en vont. J'ai habité à Quartac, j'ai habité à la Belle-Ungava, eux s'en vont dans un autre village, une autre communauté inuite qui s'appelle Puvurnituk. Et juste penser, j'ai de la chair de poule de s'imaginer dans Tundra, je suis tellement heureuse pour eux autres. Ils s'en vont là-bas faire des stages qui sont obligatoires à leur programme, mais aussi faire un programme communautaire auprès des enfants. Fait que je trouve ça... Dans le fond, vraiment, là, je suis impressionnée. Là, il y a quand même gestion de commerce, ou qu'on appelle technique administrative, qui a aussi des super beaux projets, notamment par l'alternance travail-études, qui changent la vie de nos étudiants en sciences de la nature. Il y a des sorties, il y a vraiment une belle complicité entre les profs, entre les disciplines, plutôt que d'être toutes cloisonnées. Sciences humaines, ça sort aussi, ça fait venir des conférenciers. Dans les meilleurs onguents. Absolument. Dans le fond, c'est de la qualité. On n'a pas la quantité, mais on a une qualité qui est non quantifiable, comme on le disait. Là. Puis tout ça, c'est grâce à notre personnel enseignant, puis notre enseignant qui se dévoue. Puis je suis allée saluer. Super. Alors, les jeunes, restez donc dans Charlevoix. Absolument. Ou si vous voulez y aller voir à l'extérieur, revenez. après. De toute façon, il y a beaucoup de choses à vivre et à découvrir. Absolument. Marie-Anne Beaumorand, merci beaucoup. On se reparlera bientôt parce qu'il y aura peut-être d'autres annonces éventuellement. N'importe quand. N'importe quand. Des projets pour Charlevoix, j'en ai quand même quelques-uns en tête. Super. Merci. Alors, David Bernard, responsable de la région de Charlevoix de GEIP, qui est en soi Groupe Uni Éducateur Naturaliste Professionnel en Environnement. Exactement. C'est long, je préfère le mot GEIP. Vous l'avez. On butine à droite et à gauche comme tel, mais en même temps, on va parler aujourd'hui d'une bourse du carbone scolaire, qui est quand même une belle initiative. GEIP, là, je veux dire, c'est pas nouveau. Non, GEIP, dans Charlevoix, peut-être. Dans Charlevoix, peut-être, exact. GEIP, c'est 27 ans d'éducation relative à l'environnement et promotion du plein air dans le Grand Montréal et dans les parcs nature qu'on peut connaître à Montréal. Puis GEIP, c'est aussi maintenant GEIP dans Charlevoix depuis bientôt 2 ans, où on a eu l'idée de venir porter notre message d'éducation à l'environnement et promotion du plein air dans un territoire comme on peut le connaître dans Charlevoix, dans montagne, notre fleuve, qui est un territoire assez exceptionnel. Puis l'idée aussi était de venir offrir aux jeunes et à la population une certaine expertise en éducation à l'environnement, au-delà des enjeux environnementaux qu'on connaît, qui sont importants et cruciaux, d'amener des soutiens aux professeurs ou à d'autres intervenants de notre expertise. Puis après 2 années, on a été très, très bien accueillis par Charlevoix. On les a remerciés. Si on parle de 27 ans en termes d'organisation qui existe dans les faits, est-ce que ça a évolué au fil des années beaucoup ou bien non, c'est pas mal toujours le même message? Le message évolue par rapport aux enjeux, évidemment, de la planète. On parle toujours de biodiversité, on parle toujours, évidemment, de milieu naturel, de la place de l'homme dans tout ça, de l'impact de l'homme dans tout ça. Donc, les supports évoluent avec la technologie, évidemment, aussi. On parle de balado-diffusion et autres aussi, mais le cœur du message est toujours porté par on met les 2 pieds dans l'environnement, les 2 mains dans la boîte, si je peux le dire, et c'est comme ça qu'on est plus sensibilisé et plus touché par ce qu'on a autour de nous. Là, on parle d'une bourse du carbone scolaire. Oui. Ça s'adresse à qui foncièrement? C'est un projet qui se développe, qui se déploie sur l'ensemble du Québec. Pour cette année, c'est presque 250 écoles qui participent. Oh. C'est un projet que la coop EFA de Lévis a mis en place depuis plusieurs années. Eux, ils portent ce projet-là au grand complet. Et pour le porter sur l'ensemble du territoire québécois, ils forment des organismes accrédités pour pouvoir offrir les contenus auprès des écoles et auprès des enfants. GEIP étant un organisme en éducation à l'environnement, on a été approché pour ce programme-là. Évidemment pour Montréal, parce que la maison mère est à Montréal, mais on a aussi intégré nos écoles de Charlevoix pour leur offrir ces activités-là. Parce que les gestes envers la planète, on les fait partout sur la planète. Qu'on soit à Montréal, dans Charlevoix ou à l'autre bout du monde, c'est tout le monde qui peut s'impliquer. Oui. Et c'est un programme qui concerne 4e, 5e et 6e année du primaire. Donc au primaire comme tel. Pour le primaire, exactement. Qui sont les futurs... Les futurs citoyens de demain, exactement, et qui voilà. sont très sensibles à ce message-là. Et je n'ai pas dit manipulable, je me dis très sensibles. Ils comprennent très vite les choses et ce sont des très, très bons ambassadeurs pour ce message de respect de la nature. Et on les accueille, en fait, ils nous accueillent dans leur classe 5 fois durant l'année.
où là, on va ensemble développer toute une enquête, toute une compréhension des effets de serre, des changements climatiques et qu'est-ce que nous, simples citoyens individus, on peut faire à la maison. Donc, quand je dis qu'on parle d'enquête, c'est qu'on a des outils très concrets comme ce carnet d'enquête-là qui vont nous suivre tout au long des journées d'enquête. On a une carte qui représente une ville, on a différents documents pour nous appuyer et on démystifie le concept d'effet de serre, qui est en soi au départ un phénomène naturel qui nous permet de vivre sur notre belle planète. On vient y intégrer l'activité humaine qui malheureusement a aussi un impact sur cet effet de serre-là. On parle évidemment des enjeux qui en découlent et des conséquences climatiques. Puis après ça, on ramène ça à notre échelle à nous, à l'échelle de l'enfant, à l'échelle de sa famille, parce que la famille est impliquée dans ce processus-là. Et on essaie de relever différents défis, que ce soit au niveau de la consommation, au niveau des énergies, au niveau du transport. Et puis on se pose des questions, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison pour essayer de réduire notre impact sur l'environnement? Puis chaque petit geste est calculé en gaz à effet de serre qui n'ont pas été émis parce qu'on fait un geste pour la planète. Et tout ça est cumulé pour qu'à l'ensemble du Québec, on puisse atteindre les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'on a tendance à sous-estimer le petit geste posé par un individu. Tout à fait. Souvent, on se dit, ouais, mais je suis tout seul à faire ce geste-là, ça ne servira à rien. Mais si on le fait tous petit à petit, vous voyez, pour les quelques 250 écoles qui participent, c'est 4 millions de kilogrammes de CO2 qui devraient être évités d'ici la fin de l'année scolaire. Au 7 février, aujourd'hui, on a dépassé le 55% des objectifs. Puis là, Charlevoix embarque dans le projet à partir de cette semaine. Donc, on est convaincu que les petits gestes de chacun des enfants, de chacun de ces familles-là, et des oncles, des tantes, des grands-mères qui veulent participer, ça va avoir un impact. Puis d'autant plus que c'est fait à l'intérieur de certaines classes. Oui. Alors, chaque classe a X élèves, par le fait même, fois nombre d'écoles, nombre d'étudiants, je veux dire, ça se multiplie. Là. Nombre de parents, nombre de grands-parents, nombre de cousins, c'est l'effet multiplicateur, exactement. Parce je pense que c'est bon de le souligner. Il y avait le Gala Charlevoix reconnaît la semaine dernière. Il y a Jean-Luc Dupuis, qui est un médecin ici connu dans la région, qui, au fil du temps, du moment qu'il a déménagé dans Charlevoix, a posé beaucoup de gestes. Et j'en ai découvert que je ne connaissais même pas. Et c'est M. Desmarais qui est venu faire un témoignage, puis il a dit s'il y avait plus de Jean-Luc Dupuis qui s'est impliqué dans sa communauté, qui a posé des gestes, la Terre se porterait mieux. Tout à fait. Et ça, les jeunes dans les classes aujourd'hui, c'est les sensibiliser immédiatement vers un futur et vers la protection de notre environnement. Tout à fait. On forme des futurs M. Dupuis, on l'espère. Hein, on l'espère. Parce que chaque petit geste du quotidien sur une carrière ou sur une vie, ça a un impact assez incroyable. Et on aime porter ce message-là. Il faut rester conscient des enjeux qui sont quand même graves pour certaines personnes sur la planète. Mais il faut aussi être conscient qu'on a tout ce qu'il faut dans la main pour pouvoir agir et réagir comme il faut. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, certainement pas. Bon, on n'est pas optimiste, là, mais dans les... on relève les manches, puis on met la main à la pâte. Puis on aussi, mais il n'est pas trop tard. Tout à fait. Donc, on parle de 3 écoles. Oui. Elles sont situées où, ces écoles? On a une école aux Éboulements, où on travaille avec les 4e, 5e et 6e années. On a fait un petit groupe de futurs ambassadeurs. On a une école à Baie-Saint-Paul, l'école Forgette, avec les 6e années. Et puis, on a une école à la Malbaie, l'école Félix-Antoine Savard aussi, avec les 6e années. Donc, c'est un début. Ouais. On a été soutenu par Desjardins au niveau de Québec, qui nous a permis d'emmener de l'argent dans la région pour pouvoir développer cette activité-là. Et puis, la SADC Charlevoix-Côte-de-Beaupré qui nous soutient aussi pour toucher, pour cette première année, 6 classes dans 3 écoles. Puis, on fait l'appel s'il y a d'autres entreprises qui veulent nous soutenir pour l'année prochaine. On est parti, on ne s'arrête plus. OK. Là, on est au début. Là. Oui, on est au début pour Charlevoix. Le projet était plus embryonnaire au début, il y a presque 8 ans, autour de Lévis. Puis là, c'est Montréal, on s'en va vers le Saguenay. Puis pour Charlevoix, c'est Gab qui assume le programme. Alors, les jeunes qui vont participer à ça, comment ça fonctionne? À quoi ils vont être sensibilisés? Là? Ils vont être sensibilisés, comme je vous le disais tantôt. Puis là, je reprends un petit peu les différents outils qu'on a ici. Je vais prendre mes notes en même temps. Énergie et transport, c'est un des domaines qu'on va voir. Puis, dans les actions concrètes, ça va être peut-être qu'à la maison, on peut baisser la température de 3 degrés entre le jour et la nuit. Il y a une quantité de GES qui vont être évitées en faisant ce geste-là. On peut aussi prendre le vélo le plus souvent. On peut aussi, par exemple, diminuer notre consommation d'électricité. Ça, c'est sur les transports. Et à chaque petit geste qu'on va choisir à la maison, a été évalué les gaz à effet de serre qui ont été... Une action, on vient sauver quelque chose. C'est ça. Puis tout ce calcul-là
Parce que, comme je disais, ça fait partie du programme des sciences et technologies de l'École québécoise. On est connecté sur une plateforme web parce qu'on est en 2019. Les enfants vont choisir leurs défis en ligne. C'est la version informatique de ce papier-là. OK. Et ils vont cliquer avec leurs parents les défis qu'ils vont avoir choisis. Ils s'engagent à le faire tout au long de l'année. Puis, les gaz qui auront été évités vont s'accumuler pour atteindre le fameux 4 millions que je vous disais. C'est quantifié. C'est quantifié. Le CIREG nous appuie. L'Université de Trois-Rivières aussi nous soutient. Ils vont questionner les parents dans les années à venir pour savoir s'il y a eu des changements dans les habitudes de vie. Okay. C'est toute une étude. C'est pas très engageant pour les parents, je vous rassure. C'est vraiment juste pour, tant qu'à mettre en place des nouvelles pratiques, dans quelle mesure il y a réellement un impact sur l'avenir. Parce que l'enfant, quand il retourne chez lui, on parlait tantôt des parents, des grands-parents, il s'est pris très au sérieux parce que là, il s'est engagé tout à fait. À poser des gestes. Son premier endroit d'influence demeure sa famille. C'est la maison, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on change comme habitude de consommation? C'est pour ça qu'ils ont le choix. On leur laisse. Ils ne sont pas obligés de faire tous les défis parce que, comme je vous dis, il y a aussi consommation et matières résiduelles. Mais c'est de changer un petit geste à la maison. Un qui est très facile puis que souvent les enfants font, c'est d'acheter des bouteilles qu'on va jeter après la consommation. Individuel. On achète une gourde puis on s'en sert plusieurs fois. Étonnamment, puis je suis content de le voir, 95% des enfants le font déjà. Oui, OK. Mais est-ce que papa le fait à la maison? Est-ce que maman le fait à la maison? C'est juste ramener la question. C'est aucunement un message d'honneur de leçon. C'est vraiment, on y réfléchit ensemble et on choisit dans le cadre familial qu'est-ce qu'on fait. Okay. Très facile, puis ça a un impact tout de suite. Puis on commence depuis une semaine dans la région, puis on le voit qu'il y a des parents déjà qui nous remercient. « on aime ça, c'est intéressant. On n'était juste pas outillés pour le faire. » Puis il y a l'effet ambassadeur de l'enfant en arrière qui vient à amener de l'eau au moulin. Alors, on rentre dans les écoles, on rentre dans des classes. Est-ce que ça a lieu, tout ça, en termes j'appellerais une formation ou d'implication des jeunes à l'intérieur d'un cours, ou maintenant c'est à l'extérieur comme activité? Ça, c'est vraiment le choix du professeur de s'impliquer dans ce projet-là. Puis de deux, comme je vous disais, ça fait partie du programme de l'école, donc il peut le faire sur ses heures de sciences et technologies, mais il peut le faire aussi sur ses heures de programmation normale. C'est à lui de choisir parce qu'on a vraiment plein d'outils différents. Donc oui, c'est sciences, oui, c'est technologie, mais on fait aussi des calculs. On peut aussi écrire un blog, donc là, on parle de français, de mathématiques, des choses comme ça. Donc, ça touche vraiment plein de choses. Puis là, on vient outiller le professeur pour qu'il touche à vraiment beaucoup de choses sur le programme. Autrement dit, on les sensibilise, ils s'impliquent, puis ça peut amener à d'autres gestes. Comme tu parles d'un blog, c'est autre chose. Là, on parle de recherche, on parle de droit d'auteur, on parle de vérifier ses sources, d'esprit critique. C'est tout un monde qui est intéressant. On forme des futurs citoyens ou éco-citoyens. Puis je pense aussi on forme des futurs scientifiques. J'aime à le croire, en tout cas. Bien, ça rouvre des portes, là, ça rouvre des esprits. Tout à fait, tout à fait. Tout ça a lieu sur un nombre de semaines en particulier? On se rencontre 5 fois dans les écoles. Okay. Au début, on met en place l'enquête, puis après ça, on se rencontre une fois par mois pour que les enfants et les parents aient le temps de prendre connaissance des défis, puis de le mettre en place à la maison. Je ne serai pas vous voir aujourd'hui pour parler de recyclage, puis évaluer demain matin si vous avez ça mis en place. Donc, on se laisse un mois, puis donc on se rencontre à partir de février jusqu'à la fin mai pour choisir et mettre en place nos défis. OK. Et à partir de là, il y a une finale, j'imagine, à ça? Je veux dire, la finale, c'est la quantification de ce qu'on a pu sauver. La quantification, puis si on a atteint notre objectif qui était de 4 millions de kilogrammes. Qui est Charlevoix, ce 4 millions? C'est pour le Québec au complet. J'aimerais ça vous dire ça, mais c'est pas ça. C'est énorme, ouais. C'est pas ça. On est satisfait, puis il y a des petites récompenses des fois, parce qu'il y a un volet compensation aussi. Ouais. Si les gens veulent compenser, vous partez en voyage dans le sud, par exemple, vous voulez compenser votre voyage, mais en tant qu'individu, vous pouvez acheter des crédits carbone éducatifs, puis cet argent-là va financer les ateliers pour l'année prochaine. Bon. Donc, il y a une petite récompense qui retourne aux écoles pour s'acheter du matériel éducatif. Il vous manque une binoculaire, il vous manque des guides d'identification, mais il y a un petit peu d'argent à faire l'année. En plus de vos actions éco-citoyennes, on vous remet quelque chose. Mais la finalité est vraiment de participer à un projet éco-citoyen, c'est-à-dire on vise une grosse quantité d'émissions en réduction, puis ensemble, on le fait. Parce que je regardais, effectivement, en fait, la bourse du carbone scolaire. Dans le mot scolaire, il y a le CO2, que vous avez bien identifié dans votre logo là-dessus. Tout à fait. Donc, c'est les gaz à effet de serre foncièrement. Exactement. Puis pour finir sur le jeu de mots, le scolaire ne se termine pas AIRE, mais ERE pour comme éducation relative à l'environnement.
et pour l'ère qu'on peut dire géologique, on se retrouve actuellement. Tout à fait. Oui, oui, oui. Tout à fait. Alors, c'est bien pensé, c'est bien réfléchi. C'est un très beau on voit projet. qu'il y a de la réflexion derrière tout ça. C'est un projet qui évolue d'année en année. On réajuste les contenus, on réajuste les émissions de gaz à effet de serre qui sont évitées pour qu'on en soit le plus possible avec l'arrêté, avec la science. David, comment en es-tu venu, toi, à t'impliquer dans ce processus-là? Dans ce processus-là, écoutez, moi, ça fait, malgré mon accent, pas de la région définitivement, ça va faire 15 ans que je suis dans Charlevoix, 15 ans, puis presque 20 ans que je travaille en éducation à l'environnement. Le hasard a fait que j'ai croisé l'équipe de GEP pour la région, puis qu'on a développé nos activités. Puis ce projet-là, je trouvais très intéressant de l'emmener à nos jeunes, parce que oui, la biodiversité de notre territoire est absolument magnifique, mais on a dans notre pratique quotidienne des choses à repenser, comme je dis, sur nos transports, sur notre énergie, parce que ce beau paysage-là, cette belle biodiversité, si nous, dans nos quotidiens, dans nos développements économiques et technologiques, on ne repense pas à ce qu'on fait, c'est, oui, la biodiversité qui va en pâtir, mais nous aussi, que ce soit notre environnement, notre santé publique, on le voit de plus en plus. Puis moi, ça vient me chercher aussi personnellement. J'ai 2 jeunes enfants de 2 et 3 ans. Donc, en tant que jeune papa, je trouvais ça intéressant de participer à ce projet-là. Puis de l'emmener dans la région, j'étais assez fier qu'on puisse faire un projet comme ça, pour l'instant québécois, qui devrait être international bientôt, on lui souhaite, de l'emmener dans la région parce que j'ai un attachement très particulier à Charlevoix. Puis je remercie tout le monde de m'accueillir à chaque jour. Est-ce que le message passe mieux par l'intermédiaire, effectivement, de l'organisation GEP au sein des écoles que du père avec ses enfants? Oui, c'est facile parce que moi, quand je vais en classe, soit on a des outils comme celui-ci, soit j'arrive, puis là, il y a plein de jeunes qui vont se reconnaître, avec des insectes à déguster, avec des fourrures, avec des crânes, avec des animaux vivants. On est plus outillés. Okay. Mais j'ai confiance que papa et maman sont capables aussi de passer leur message. Mais moi, je suis dans un contexte scolaire, un petit peu plus ludique. Je fais plus le rôle du grand frère ou du cousin avec qui on s'amuse, puis c'est plus facile pour moi. Parce que je regarde souvent la réaction du jeune, peut-être un petit peu plus âgé, là, ça vient des parents, oui, je t'ai entendu, parce qu'on a tendance à radoter. Donc, le message ne passe pas. Puis quand ça vient de quelqu'un qui est extérieur, ça vient peut-être appuyer ce que les parents disaient, mais parce que ça vient de quelqu'un d'autre, ça a plus d'impact. Ça donne une deuxième énergie aux parents qui peut-être essayer de passer ce message-là. Regarde, on te l'a dit à l'école, ton enseignante t'en a parlé, M. David t'en a parlé. Alors, c'est un échange. Ça veut vraiment être un échange dans le noyau familial pour poser des gestes. Est-ce qu'on peut dire que la table est mise pour les années subséquentes? On souhaite. On a cette année, puis comme je vous dis, on est ouvert à tout type de partenariat pour continuer à financer ces bels ateliers-là. Parce que c'est offert gratuitement à nos écoles. On fait toute une démarche préalable de trouver des partenaires pour offrir ça gratuitement à nos écoles, parce que l'avenir de la planète, ça ne se monnaie pas. Non. Puis d'un autre côté, l'organisme et le mouvement est supporté. Là. Oui, tout à fait. Alors, on parle de visibilité, on parle de reconnaissance, c'est très intéressant. Et ça, c'est important pour financer le tout, parce que là, on produit des documents. Tout à fait, tout à fait. Il y a du monde qui se déplace. Exactement. C'est quand même on compense tout ce qui est transport. Puis comme je dis, on fournit à nos professeurs puis à nos élèves du matériel qu'ils n'auraient pas forcément accès. Tout est là. Oui, tout est là. Alors, la bourse du carbone scolaire, c'est réduire et compenser. Exactement. Ça tourne autour de ça. Exactement. Eh bien, vous avez bien résumé la chose. Écoutez, on aura l'occasion. Ce serait peut-être le fun à la fin de l'expérience. Peut-être qu'on puisse en reparler. J'ai aucun problème avec ça. On est au début. Comment ça s'est passé? On s'en reparle à la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Ça va me faire plaisir. David Bernard, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Et bonne chance avec ce beau projet. Merci à vous. Bonne journée. Alors voilà, une autre émission qui s'achève. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. Comme vous avez pu voir, on a un milieu scolaire en santé dans la région, fort intéressant, fort diversifié et très animé, comme on dit. Alors moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission à votre service. Si entre-temps, vous voulez venir assister à l'enregistrement de cette émission, ça se passe pratiquement tous les jeudis, ici, au Café Lafayette. C'est l'ancien café de la gare de l'hôtel Le Germain. Donc, vous pouvez prendre un café, puis en même temps, assister à l'enregistrement de cette émission. Puis, si vous avez des sujets que vous aimeriez traiter à l'intérieur de cette émission, bien, contactez-nous à TVCO au numéro 88-435-5134. Je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.